Ah, le soleil, je brûle, je brûle. Ah, ah. Salut les gens. Bien, ça fait longtemps. Oui, j'ai retrouvé mes petites lentilles. Ouh, je vois mieux, je vous vois, je vous vois. Ouh. Bon, n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Je vous fais des petites vidéos pour le confinement, hein, pour pas que tout le monde s'ennuie. Ça tremble un petit peu parce que je suis à la main. Je n'ai pas le stabilisateur. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas mal d'occupations là. Je m'occupe de la cire, par exemple, ici. Hop, hop, hop. Je fonds comme ça les fûts que je ne peux pas sortir. Que je ne peux pas sortir, les fûts, je ne peux pas les sortir de ce qu'il y a dedans, je les fonds directement. Et ce que je pourrais sortir, c'est-à-dire toute la découpe des cadres à malle ou des cadres de corps que j'ai coupés, ça j'y ferai avec la chaudière à vapeur du Rucher du Bassini. Je ferai ça un petit peu plus tard, ce sera l'occasion de vous montrer ça peut-être, ou on avait déjà fait une vidéo. Bon. Là, je vois qu'il fait doux et beau quand même. On ira, si on le peut, la semaine prochaine, faire un petit tour de contrôle des poids, même si c'est beaucoup trop tôt, mais j'espère qu'elle consomme pas trop quoi, avec ces poids-là. Et puis, on s'occupe de mettre le miel en pot. Ça, c'est déjà fait. Il est toujours dispo. Les pains d'épices, les gens, la gelée royale, tout est là. Les combinaisons arrivent bientôt à un réassort. Et on va essayer de vous faire un petit prix pour Noël, là, ou en tout cas pour bientôt. C'est bientôt. J'espère qu'on pourra faire quelque chose avec cette pandémie. C'est la pandémie, je t'ai dit. Bon, bref, moi, ce qui m'inquiétait là, c'était le frelon qui est chez moi, ça y est. Hein. Alors, je ne l'ai pas vu sur mes ruchers. J'avoue que je suis pas beaucoup allé là ce mois-ci. Il y a beaucoup d'activités utilisant les abeilles. De grandes nouvelles arrivent courant, allez, décembre, janvier. On verra quand est-ce que l'annonce se fera. Là, à propos du frelon, eh bien, j'ai contacté, vous vous souvenez, on avait fait une vidéo l'année dernière en direct avec Quentin Rome du Muséum d'Histoire Naturelle. Eh ben, on l'a refait. Sauf qu'on vient de filmer là, c'était aujourd'hui mardi. Et puis, comme ça, c'est en différé, ça va être plus propre, carré. Je fais un tout petit montage. Et je vous l'envoie. Et voilà. Donc voilà, c'est tout. Rendez-vous. Ah oui, ça pique là. Voilà. Ah, le contre-jour. Ah voilà, là on est bien. Là on est bien. Donc voilà, petit rendez-vous avec Quentin Rome pour faire un point un an après. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, on verra bien pourquoi. Je ferai la même vidéo avec Benjamin Poirot de chez Apinov. Si vous avez des questions spécifiques à lui poser, je vous les laisse inscrire dans les commentaires en dessous, là, en direction de Benjamin. Vous me mettez, je sais pas moi, hashtag Benjamin. Et puis comme ça, ce sont des questions que je lui poserai pareil en différé. Et j'en ferai un petit montage. Hein, ça marche? Allez, bisous. Bonjour Quentin, merci de nous rejoindre. Alors là, on est en live en direct, mais on est mardi, je crois, oui, ça file un peu. Donc je diffuse ça vendredi sur YouTube et j'en ferai un petit montage. Ce qu'on disait juste avant de démarrer l'enregistrement, c'est qu'on s'est vu il y a un an. C'était le 28 octobre 2019, précisément, et la vidéo devait sortir quelques jours après. Ah non, c'était en direct l'année dernière. Et donc voilà, c'est sympa de se revoir un petit coup un an après, pour que tu nous dises un petit peu ce qu'il en est à propos du frelon, son évolution et tout ça. Je te laisse la parole à propos de ça, du frelon, hein, asiatique toujours. Toujours. Du coup, sur l'évolution, je pense que beaucoup d'apiculteurs s'en sont rendus compte. On a eu plutôt une très bonne année à Frelon, donc une très mauvaise pour l'apiculture vis-à-vis de ce problème-là. Pardon. C'est un peu tôt, c'est toujours un petit peu difficile d'estimer l'augmentation, enfin les variations de population comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas encore tous les retours des régions. L'inventaire, nous, on va dire, on chapeaute, mais ça se fait essentiellement avec les organismes locaux qui sont départementaux ou régionaux. Pardon, j'ai un autre appel Skype. Donc en fait, tu as plutôt Mais du coup, oui, c'est un petit peu tôt, c'est un peu difficile Ouais, c'est plutôt en mars, hein, c'est ça ouais, que c'est un tu peu peux faire. difficile aujourd'hui de dire effectivement quelle est l'évolution de population. Donc finalement, on fait peut-être un petit peu mieux que le ressenti local parce qu'on a quand même on voit un petit peu l'augmentation des signalements qu'on va recevoir nous. Ouais. Et on échange quand même un petit peu avec des partenaires locaux. Et on estime aujourd'hui qu'on est globalement à peut-être 5 fois plus, jusqu'à 5 fois plus de frelons que l'année dernière. Ah oui. À savoir que l'année dernière c'était une très mauvaise année et qu'on en avait 3 fois moins à peu près que l'année d'avant. Oui, d'accord. Oui, il faut Et situer. donc à la même période on avait pu dire que c'était à peu près 3 fois moins et c'est un petit peu moins de 3 fois moins. Donc cette année ce sera peut-être c'est dans les environs de 5, peut-être un petit peu moins de 5. Ok, ok. Donc très localement ça peut être une augmentation forte. Des fois il peut y avoir une baisse malgré tout localement. Il y a quand même de l'hétérogénéité dans les densités. Mais on est globalement sur une augmentation des densités. Et en France, on a
sur l'aire de répartition globale envahie, on a le territoire de Belfort qui a été colonisé cette année. Le territoire de Belfort, c'est pas très grand. C'est à côté de chez moi, ouais. Bah moi, ça y est, je suis complètement cerné. Alors, mes ruchers ne sont pas impactés, mais dans les villages, des frelons ont été vus, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est une année. Donc il y a des endroits, effectivement, on commence juste à en voir un petit peu. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on en verra l'année prochaine, parce que le climat peut devenir défavorable l'année prochaine dans ces zones-là. Mais ça peut aussi leur permettre de progresser dans des zones qu'ils n'auraient pas atteintes facilement. Le climat propice, c'est une année quoi, sèche, un hiver doux, une année sèche, ou comment? C'est un petit peu ce qu'on a eu cette année, quoi, avec un mois d'avril très sec. Cette année a été très favorable dans le sens qu'on a eu un hiver qui a été plutôt doux et surtout qui a été très régulier. Il n'y a pas eu de redoux durant l'hiver comme l'année dernière. Et surtout le printemps, qui est une des périodes qui fait le plus de mortalité, qui est responsable du plus de mortalité chez les reines de frelons. Un printemps qui a été assez stable et doux aussi. Alors que en 2019, on a eu des gelées tardives. Par endroit, on a eu 5 épisodes de gelées tardives. Tout à fait. Et forcément, ça a un impact très important sur la survie des reines. Ouais. Donc cette année, on a vraiment tout qui a été favorable au développement du frelon. Et la sécheresse estivale qu'on a eue après, qui a été très chaude, a peut-être limité un petit peu, mais en fait, les colonies étaient déjà suffisamment en bonne santé pour se maintenir. Ok. Donc là, toi, tu as quand même intérêt à avoir un maximum de signalements. Ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent, là, c'est d'envoyer. Alors là, je mets au-dessus de nous, les gens, là au-dessus. Je mets l'adresse mail, enfin les contacts du muséum Aide-Quentin, là, du muséum d'histoire naturelle Aide-Quentin, pour que vous puissiez envoyer un mail, un signalement ou quoi que ce soit à propos de. Il y a un formulaire, hein, tu me disais, un formulaire oui, il y a un formulaire de signalement. Voilà. Vous pouvez aussi passer. Ça peut être plus efficace, alors peut-être plus à cette période parce que c'est surtout dans une optique de destruction. Mais c'est intéressant de passer aussi par l'organisme local qui gère la lutte. Alors ça va être souvent le GDS, le groupement de défense sanitaire, apicole ou pas, et ou les Fredons. Donc, les Fredons, ouais. Pas les Fredons. Donc les organismes nuisibles. Ouais. Et ça peut être aussi des syndicats apicoles. C'est variable, ça dépend vraiment fortement d'une région à l'autre et d'un département à l'autre et même des fois d'une année à l'autre, hélas. Donc c'est un peu difficile de faire un inventaire. C'est des choses qu'on va essayer de clarifier et de mieux organiser avec l'ANSES qui met en place une plateforme de surveillance du frelon à partir des mois qui viennent. Donc on va essayer de clarifier tout ça et d'avoir des remontées un peu plus intéressantes et plus précises et utiles. Ok. À propos de l'évolution, de toute façon, la France est complètement couverte. Ce coup-là, c'est en Europe que ça progresse. Il reste la Corse qui est toujours pas colonisée. Le frelon n'a toujours pas été observé. Heureusement, après c'est une île, on aura peut-être plus de facilité à éviter la population de s'installer. Et il reste si je me trompe pas, le Haut-Rhin. Où le frelon n'a toujours pas été observé. Après, il a colonisé aussi un peu les pays voisins. Il a été observé pour la première fois au Luxembourg cette année et en Suisse. Donc il continue à progresser doucement. Ok. Bon. D'après toi, c'est inéluctable. On s'en débarrassera jamais, je veux dire, quoi. Alors, de toute façon, je pense qu'on s'en débarrassera jamais. Il faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais. Ça peut arriver, mais on n'a jamais réussi à éradiquer aucune espèce de guêpe invasive, quel que soit l'endroit dans le monde. Réguler les populations, on n'y arrive pas non plus, ou alors en y allant très très fort avec des conséquences environnementales qui sont pas négligeables. Donc aujourd'hui, on en est quand même assez loin, même si il y a de la recherche qui est quand même en cours, il y a des financements qui sont donnés à la recherche, que ce soit en France ou ailleurs en Europe ou même dans le monde. Donc on peut espérer qu'on aura des solutions pour mieux vivre avec. Et réguler, l'éradiquer, je sais pas, mais en tout cas améliorer nos capacités pour mieux se porter avec lui, notamment l'apiculture, pour mieux supporter sa présence. On peut espérer qu'à plus ou moins court terme, on y arrivera. Je pense qu'on avait déjà parlé de la muselière ici la dernière fois. La muselière, on avait fini par publier, donc on a montré que la muselière, c'était une solution qui permettait déjà de réduire l'impact. En combinaison avec d'autres choses, on peut imaginer qu'il y aura des pièges qui seront plus sélectifs et surtout attractifs. On pourra peut-être réduire la pression de prédation, ce qu'on a du mal à faire aujourd'hui. Ouais, tu me disais qu'il y a énormément de recherches en cours sur le frelon. Il y a beaucoup de recherches en cours, il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont financés, d'équipes qui sont financées. Il y a énormément de publications. Alors ça va, il y a vraiment, hélas, c'est un peu le problème aussi, c'est que le frelon asiatique, mais je pense que c'est aussi facile d'obtenir des financements avec. Il y a des publications sur vraiment tout, même sur l'utilisation
de la chitine pour faire des plastiques, des chitines des insectes. Si on met le frelon, on arrive plus facilement à avoir des financements. Il y a vraiment de tout. Ah, et ça part un peu dans tous les sens. Ça C'est le part dans tous les côté. sens, mais il y a de la recherche dans le tas qui est pour des méthodes de lutte, des méthodes de détection, des méthodes de piégeage. Donc on peut espérer qu'à terme, on aura des méthodes qui permettront de mieux contrôler le frelon et au moins de limiter ses nuisances. Ok. Aujourd'hui, on en est. Oui. À propos de la lutte, on voulait peut-être dire, tu voulais peut-être dire un mot, moi aussi je voulais que tu t'entendes le dire, à propos de lutte chimique. Est-ce que tu nous diras un mot là-dessus? Parce qu'on voit que ça tourne un petit peu sur YouTube ou quoi? Effectivement, c'est un peu ce que j'essayais de. Enfin, ça va un peu avec ce que j'allais dire. Des méthodes de lutte, il y en a qui sont hélas un petit peu en train de prendre. On voit des vidéos aussi sur YouTube d'apiculteurs qui vont recommander l'utilisation d'insecticides en imprégnant de la viande sur les ruches. C'est quelque chose, ça fait pas mal de temps que c'est utilisé. On a l'impression que ça se diffuse quand même de plus en plus. Souvent, l'insecticide utilisé, ça va être du fipronil ou un néonicotinoïde. Donc, deux insecticides qui ne sont pas autorisés pour ces usages, forcément, qui sont autorisés notamment sur des animaux domestiques d'appartement, donc de maison, quoi. Le problème, c'est que ces insecticides, ils sont efficaces, ils sont effectivement utilisés pour lutter contre des guêpes invasives dans d'autres pays du monde, notamment en Nouvelle-Zélande, et ça marche à court terme. On sait que ça marche à court terme, mais on sait qu'il faut jamais arrêter d'en utiliser et qu'il y en a une pollution de l'environnement qui est loin d'être négligeable. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas conseiller en France pour lutter contre le frelon. Vu l'impact que ça a, à terme, ça va retomber sur l'abeille domestique aussi. Oui. Ça a des insecticides qui sont solubles dans l'eau, qui finissent par passer dans le nectar et on contamine les abeilles à moyen terme. Donc c'est des insecticides qui sont interdits parce que tueurs d'abeilles, il faut pas les utiliser contre le frelon. Ça me paraît pas très intelligent. Ouais. Et en plus, il y a peut-être un impact sur les oiseaux également ou quoi, non, qui mangent ces frelons, peut-être, non? À terme, il y a un impact sur plein de choses, notamment que ce soit sur les oiseaux ou même sur les animaux aquatiques, parce que ça finit par tomber, les nids intoxiqués tombent au sol. Enfin, il y a des animaux morts qui tombent au sol, ça finit par ruisseler, tout finit toujours dans les ruisseaux et on finit par contaminer toute la faune. Si on trouve un nid, le principal conseil, c'est de faire appel à un professionnel, quoi, qui Alors, le si dégage. on trouve un nid, alors tout dépend de la période, c'est toujours un peu pareil. Aujourd'hui, éradiquer un nid dans une zone où le frelon est bien installé, ça sert pas à grand chose pour une optique de régulation. Donc, si on est sur un territoire qui est en cours de colonisation ou un endroit qui est éloigné du front d'invasion, c'est toujours utile de détruire le nid, sauf si c'est en janvier, en gros. Oui. Mais sinon, c'est intéressant uniquement pour limiter la pression de prédation sur les ruchers qui sont autour du nid. Oui. Donc, pendant la période de prédation, donc ça, on va dire que ça va du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Après cette période, l'effet sur les ruchers autour est quand même relativement négligeable parce que la prédation commence à baisser. Et l'effet supposé, si on veut espérer avoir un effet sur la régulation des populations, c'est trop tard parce que les colonies se sont déjà reproduites ou sont en fin de période de reproduction, donc on a quasiment aucun effet, enfin c'est vraiment négligeable sur les populations futures. Ouais, d'accord. Parce qu'il y a un nid, c'est le signaler à l'organisme local qui gère la lutte quand c'est en gros entre les mois de juin et d'octobre. En dehors de ces périodes, c'est uniquement informatif, c'est pour suivre l'invasion, et donc c'est à nous ou à l'organisme local qui met ça en base de données, qui va nous les communiquer après. D'accord. C'est assez complexe finalement, parce qu'on a l'impression qu'on doit détruire dès qu'on le voit. Alors en fait, il y a des chances déjà qu'il soit vide. Il y a des chances que. Il y a des chances qu'il soit vide, et le problème aussi, c'est que hélas, donc il peut être vide et il peut ne pas être vide, mais ne plus avoir une action de prédation importante et être quand même relativement populeux. Donc c'est quand même toujours dangereux de détruire un nid. C'est dangereux et coûteux. Ouais, les futures reines, à quel moment de l'année c'est en ce moment là qu'elles se. Les reines, elles partent entre octobre et mi-novembre. Oui, voilà, c'est la fin, là, oui, d'accord. Et donc là, on est vraiment en fin de période et il y a vraiment que les colonies tardives qui vont continuer à se reproduire encore un petit peu, qui vont produire encore des reines. Mais la majorité, en ce moment, sont déjà reproduits, ils n'ont plus de sexués dans les nids, enfin plus de femelles sexuées. Qu'il va rester que des ouvrières et des mâles qui vont mourir progressivement pendant l'hiver. Donc du coup, détruire ces nids-là, ça reste dangereux parce qu'il y a quand même des insectes dans les nids. Et surtout, ça reste coûteux et il vaut mieux garder l'argent pour autre chose. Si c'est un apiculteur, il vaut mieux qu'il garde
son argent pour protéger ses ruches l'année d'après, pour mieux s'équiper, voire pour acheter des essaims s'il avait un impact très important. Que détruire un nid qui va coûter, je sais pas, 150 à 400 euros, c'est de l'argent jeté par les fenêtres quand c'est à partir de novembre. D'accord, ok, oui, d'accord. Je vends des essaims, si jamais. Les gens, la petite info. Ok, et écoute, je vais pas prendre énormément plus de temps. On voulait peut-être conclure par la nouvelle plateforme qui va s'ouvrir, ou qui est déjà ouverte, je ne sais pas, de l'ANSES. Alors non, pour le moment, il y a un groupe de travail qui est en train de se créer. On en est vraiment au début, mais le but, c'est d'intégrer le frelon asiatique dans la plateforme d'épidémiosurveillance de l'ANSES. Et du coup, d'harmoniser le suivi en fait du frelon et d'harmoniser aussi les méthodes de lutte. D'accord. Et oui, d'accord. C'est une meilleure logistique aussi, en fait, de savoir ce qui se passe. Et c'est quand même, hélas, assez désorganisé. On a essayé d'harmoniser et de mettre de faire une organisation assez simple avec un organisme local qui fait remonter ces infos ici, mais voilà, c'est vraiment, ça dépend de la volonté des fois de personnes au sein de ces organismes de faire le suivi. Donc du coup, on est sur une organisation qui est extrêmement variable d'un département à l'autre. Et là, c'est vraiment dans le temps et dans l'espace. Donc on a vraiment du mal à nous déjà savoir qui fait quoi, quelle année. Ouais, on en est là en 2020. Récupérer les données d'inventaire de nids, c'est déjà quelque chose d'assez compliqué. Et si on arrive à harmoniser ça, ce sera vraiment un gros travail et ça permettra d'avoir un suivi plus fiable. Mais bon, ce qui sera intéressant, et je pense qu'on va travailler pas mal avec la plateforme de l'ANSES, c'est d'avoir un suivi aussi de l'intensité de prédation sur les ruchers. Parce qu'aujourd'hui, on n'a un suivi de la densité en colonies de frelons. Et les colonies de frelons, ça nous donne une info de densité en colonies de frelons. Et l'impact économique qu'on va avoir sur les ruches va être variable en fonction de la quantité de ruches qui sont disponibles et de la quantité d'autres proies qui sont disponibles. Donc en fait, une densité en nid, c'est une information, mais elle n'est pas complète si on veut vraiment avoir l'impact du frelon. Ouais, d'accord. Et l'intensité de prédation, c'est de compter le nombre de frelons qui attaquent, ou comment on compte ça? Et c'est ce qu'on avait lancé l'année dernière. On avait fait justement une émission avec toi, je crois, rapide. On avait lancé ça en partenariat avec des collègues allemands. Donc c'est juste, on demande une observation, on demande un suivi qui est quand même assez simple. C'est une fois par an, à la période de pic de prédation, d'avoir un relevé du nombre de frelons qui sont présents devant une ruche. D'accord, oui, c'est assez simple. Du coup, c'est quelque chose de simple, ça prend 5 minutes. Ouais. Et ça nous donne à nous une idée de l'intensité de prédation maximale qui a été observée dans une zone. Mais ça, je suis sûr qu'il y a un paquet de gens qui seront d'accord pour faire ce genre de remontée. J'espère. Il faut qu'on arrive à l'avoir. Il faut mettre en place comme un formulaire, là, comme tu disais. C'est quelque chose de très simple. Peut-être même qu'on pourra mettre ça avec la déclaration de ruche. Enfin. Oui, parce que c'était la question suivante. Là, il y a donc la déclaration de ruche qui est obligatoire, les gens, je vous le rappelle. Est-ce qu'à certains moments, Quentin, tu ne crois pas qu'on devra mailler le territoire, ou en tout cas repérer chaque rucher, quoi? C'est une simple question, hein, je n'ai pas de réponse. Et c'est un peu, effectivement, le problème, c'est qu'on a actuellement... alors, je pense que c'est pas plus précis. Nous, les données qu'on a récupérées, c'est à la commune, effectivement, pour la déclaration des ruches. Oui. Mais il y a tout le problème des ruchers qui sont déplacés. Oui. Et en fait, c'est tout ça qui nous intéresse. C'est pour ça que peut-être qu'on ne peut pas le combiner avec ça. Et qu'il faut peut-être qu'on ait la plateforme à côté pour faire ces suivis. D'accord. Mais nous, c'est intéressant en un lieu précis d'avoir l'intensité de prédation. Ok. Bon, écoute, on prendra des nouvelles bientôt, enfin dans un an ou moins, pour savoir où ça en est. En tout cas, si la plateforme... si la plateforme ANSES est en route, n'hésite pas à me le dire, on communique là-dessus et tout ça, c'est important, moi, je pense. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant de terminer? Non, je crois pas, comme ça. Comme ça nous fait une petite vidéo, 15 minutes environ, 15-20 minutes. Merci beaucoup, Quentin. Ouais. T'es sur Ce le qu'on peut terrain. dire, quand même, c'est qu'il faut pas... c'est pas parce que cette année, quand même, a été... Mauvaise. Enfin, il y a eu une très forte densité en frelons et que c'était très impactant. Les frelons, c'est comme les guêpes. Il y a des années à guêpes et des années sans guêpes. Il y a des années frelons et il y aura des années sans frelons. Donc on peut très bien avoir une grosse chute de population l'année dernière, comme l'année prochaine, comme en 2019. C'est vraiment très lié au climat et c'est pas parce que on a une année qui est exceptionnelle que ça continuera comme ça. Faut pas désespérer. Quoi. C'est de plus en plus fréquent. Ouais, ça devient de plus en plus fréquent aussi. Mais faut pas désespérer, c'est le mot aussi, quoi.
Bon, merci beaucoup, Quentin. T'es sur le terrain en ce moment, non? Ou comment ça se passe? Ou Ben non, terrain frelon, moi, il a été totalement annulé cette année. avec J'ai fait le terrain, Covid? terrain biodiversité, quoi. Terrain guêpe. Terrain guêpe et fourmis, j'ai fait uniquement. D'accord. Mais on a des projets avec l'ITSAP. L'ITSAP continue à faire un peu de terrain. On a des projets notamment donc ce que je te disais, des histoires de évaluation coût-bénéfice de certaines méthodes de détection des nids notamment. Mhm. Donc Ok. eux, ils ont commencé à les tests cette année. On va faire ça peut-être un peu plus sérieusement l'année prochaine, si les conditions sanitaires le permettent. Ouais. Ok, ok. Merci Bon. beaucoup, Quentin. Je te dis à dans un an environ, Ouais, attends, ou peut-être avant, s'il y a vraiment de grosses avancées, notamment avec l'ANSES et tout ça. Merci, merci. mais de rien. Au revoir. Bah voilà les gens, si on résume un petit peu ce qui vient de se dire, alors ça a été une année très favorable pour le frelon, hein, avec une augmentation de la population, le nombre de nids. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas tous les ans, hein, il faut garder espoir. Il faut envoyer des signalements de nids, hein, donc au Muséum d'histoire naturelle via le formulaire, là, via votre GDSA, via vos syndicats, via la Fredon. N'hésitez pas, a priori, il faut qu'on le fasse. N'hésitons pas, j'en suis ce coup-là. Hein. Aussi, ce qu'on a vu, la mise en place d'une plateforme de surveillance via l'ANSES, avec ce qui pourrait être bien, donc c'est là on mesure la densité des nids, le nombre de nids et leur endroit géographique. Il voudrait avoir une intensité de prédation maximale des nids, vous savez, avec un comptage 5 minutes par an sur le moment où votre ruche ou la ruche parmi celles-ci est la plus attaquée, quoi. En gros, est-ce qu'il y a 4 frelons ou 40 ou plus, quoi. Je sais pas, moi j'ai jamais vu ça sur mes ruches, hein, je vous rappelle. Mais bon, ça y est, j'y ai droit, je le rappelle aussi. Et puis donc, pour conclure, l'activité de piégeage, hein, enfin, on n'en a pas évoqué là, mais enfin bon, c'est notre seule alternative pour l'instant, avec quand même une petite réserve sur la lutte chimique. Je ne juge pas, voilà, c'est l'avis de Quentin, je ne me prononce pas sur le mien. Si, je peux vous le dire, a priori, c'est pas bien du tout d'utiliser du fipronil ou des néonicotinoïdes pour faire ça. Maintenant, pas cette année, mais jusqu'à l'année dernière, j'utilisais Apivard dans mes ruches. Est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose, quoi? Voilà. Devant le désespoir, on est capable de tout, mais on sait aussi, merde, on est capable de tout, mais on sait aussi que c'est pas forcément la solution, quoi. Non, ça craint, quoi. En tout cas, on peut dire qu'il faut faire quand même gaffe aux messages qui sont relayés. Voilà. Et au final, la destruction des nids de juin à octobre, quoi, a priori, lorsque la prédation est là. Au-delà de ça, c'est vrai que s'il n'y a pas de reine fécondée, ou s'il est vide, ou si c'est dangereux de le faire parce qu'il est plein, mais non contagieux, j'ai envie de dire, c'est pas de la contagion, mais en ce moment, avec la pandémie, on a de drôles de mots en bouche. Bref, Quentin nous disait ça. Moi, alors je sais que ça va faire un tollé encore, mais on m'en fout. Je ne fais que relayer la parole d'un spécialiste. Moi-même, je ne vais pas me prononcer là-dessus, j'en sais rien. Bon, enfin, pour terminer, gardons espoir quand même, quoi. Hein, c'est pas tout pourri, je sais pas. Ici, il y a une saison aux abeilles. Sachez qu'il y a un concours sur Instagram jusqu'au mercredi 18. Voici les liens et tout ça pour vous faire gagner 3 lots d'une valeur totale de 211 €. N'hésitez pas à suivre ce qui est dit, c'est-à-dire il faut follow 3 comptes et taguer 3 de vos amis. Et puis tirage au sort, je crois que c'est ça, mercredi 18. Et puis qu'est-ce qu'il y a ce week-end aussi? Le Black Friday, ouais, j'ai entendu parler de ça. Alors, sur le site Une saison aux abeilles, il y a le White Weekend. Voilà, c'est pas le Black Friday, c'est le White Weekend. Donc c'est comme d'habitude, mais plus cher. Non, non, je déconne, c'est comme d'habitude, le site est ouvert, il y a du miel, du pain d'épices, de l'HD Royal, de l'hydromel, les combinaisons, le réassort arrive et je vous ferai une petite promo à ce moment-là pour offrir à Noël, ça peut être un bon truc. Enfin, le message c'était n'hésitez pas à passer sur le site, à nous aider. Je vous avoue que c'est un petit peu tendu, voilà, en ce moment, merci la pandémie, voilà, voilà. Bon, allez, à la semaine prochaine les gens, merci à vous, ciao.